démarrer cette nouvelle année, nous allons vous proposer de revivre quelques temps forts de 200 millions de critiques, votre nouveau rendez-vous consacré depuis septembre dernier à la francophonie culturelle sur TV5 Monde. Émission dans laquelle vous avez pu découvrir une équipe formidable. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour 200 millions de critiques. Nous sommes, vous le savez, installés à l'Institut du Monde Arabe à Paris et c'est non seulement probablement l'une des émissions les plus pétillantes sur l'actualité culturelle, mais c'est également une émission qui est, comment peut-on dire, frappée par la réincarnation. Regardez Estelle Martin, elle est à la fois, vous le savez, la réincarnation de Niki de Saint-Phal et de Georges Sand. Bravo Estelle, toutes mes félicitations. Bonjour. Alain Gerlache, donc lui est une réincarnation, regardez-le, prenez votre temps parce que c'est un chef-d'œuvre. C'est à la fois qui Marguerite Yourcenar et René Magritte. Michel Serruti qui représente nos amis suisses, lui est à la fois Max Bill pour ce côté minimal et en même temps Ramus pour la littérature. Quant à Mathieu Dugal qui est super énervé aujourd'hui, je tiens à vous le dire, c'est à la fois Arcade Fire et Jean-Paul Riopel. Yves Bigot pour TV5 Monde est avec nous. Bonjour mon cher Yves. Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver comme d'habitude. Une télévision en France sans un Patrick Poivre d'Arvor ou un Olivier Poivre d'Arvor n'existe pas. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Voir. Jacques Lang, bonjour, bienvenue. Enfin, bienvenue, vous êtes chez vous puisque nous sommes à Lima. Notre nouveau, je ne dis pas notre petit nouveau, Christian. Bonjour. Christian Bonjour à Béjart. vous. Slimane Zeguidour est quelqu'un que vous connaissez bien, évidemment, sur l'antenne de TV5 Monde, puisque Slimane est notre éditorialiste de politique étrangère. Lise Laure, bonjour. Lise Laure, je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau. Dans 200 millions de critiques, il a été question des polémiques autour de l'art contemporain. Nous nous sommes intéressés également aux grandes expositions à l'occasion de celle consacrée à Niki de Saint-Phal au Grand Palais à Paris. Nous nous sommes demandé si la photo était vraiment de l'art et pour commencer, nous avons évoqué le Grand Pablo à l'occasion de la réouverture du musée Picasso à Paris. Picasso a une manière géniale de traduire ses sentiments dans ses tableaux. C'est la liberté dans tous les sens. Pas de conformisme, pas de règles. Pour beaucoup, Picasso est un artiste qui aide à vivre, par ses couleurs, son génie et la diversité de sa production. Une œuvre à explorer sous toutes ses facettes. Jamais donné d'interview, sauf à des amis belges, de sa vie sur la peinture. Le sentiment que chaque tableau est appartient à une sorte de gigantesque biographie, c'est-à-dire qu'un tableau suit l'autre. Alors ça, on voit très bien ça dans le musée, puisque dans la même journée, par exemple, il fait des portraits de Marie-Thérèse, blonde, exactement comme vous, magnifique, sauf qu'elle a le nez comme ça, un œil comme ça, et puis Dora Maar dans le même style, donc post-cubiste, dans la même journée. Et la juxtaposition de tout ça montre bien ce qu'était que cette vie extraordinaire d'un créateur extraordinaire. Oui. Est-ce que vous y avez été, Mathieu? Oui, c'est drôle parce que Picasso, dans l'histoire de l'art, c'est un peu comme, je sais pas moi, c'est comme Beethoven quand on aime la musique classique, mais ça fait partie des meubles. On est né avec, on a grandi avec, on espèce de, c'est très difficile de ne pas se sentir une certaine proximité avec Picasso. Mais on connaît le mot Picasso avant même d'avoir vu ses œuvres parce que c'est devenu une marque. C'est devenu une marque. Quand vous allez sur un moteur de recherche américain bien connu et que vous faites Picasso, eh bien, vous avez d'abord les voitures. Alors, on peut trouver ça déprimant, mais en même temps, c'est le signe que c'est entré dans notre histoire. Enfin, si vous faites Guillaume, vous avez Guillaume Canet plutôt que Guillaume Apollinaire. Je comprends que ça puisse être irritant, les photos, etc. Je suis bien d'accord. Mais en même temps, c'est le signe d'une appropriation collective de Picasso. Et qui commence dès le jeune âge. Il y a quelque chose de très, très émouvant dans le reportage qu'on a vu. Ce sont ces enfants qui parlent de Picasso. Moi, je trouve ça très émouvant. Mais c'est parce que c'est bien, finalement, que la population, dans son ensemble, considère que c'est son patrimoine à elle. Moi, je n'ai pas encore vu le musée, j'ai vraiment envie d'aller le voir. Il faut y aller. Il y a celui-là et celui de Barcelone. Le musée de Barcelone, c'est extraordinaire. Mais par exemple, actuellement, en Belgique, il y a aussi une exposition Picasso à Bruges. Je veux dire, il a fait tellement de choses que il y en a en effet partout. Et ça circule et c'est bien. D'ailleurs, vous avez un peu la même chose chez vous avec la peinture flamande et Absolument. avec Magritte. Oui, c'est clair. Qui est le héros local. Mais Picasso, c'est mondial. Ce qui facilite aussi ce que vous dites l'un et l'autre, c'est que l'œuvre de Picasso est tellement longue, grande, immense. Il est mort à plus de 90 ans, il a commencé à 10 14, ans. oui, enfin, encore plus tôt même. Et puis, il a peint différentes choses, différents styles, différentes périodes. Donc finalement, on peut piocher là-dedans et prendre ce qui nous plaît sans forcément être touché par l'intégralité de l'œuvre ou certains moments particuliers. On peut prendre des périodes vers lesquelles on sent le plus proche.
D'ailleurs, ce qui s'est passé en Suisse à une certaine période aussi, parce que même si Picasso a été acheté relativement tôt en Suisse, les premiers collectionneurs l'ont acheté en 1906-1907. Ce qui n'est pas le cas en France. Il y avait déjà des tableaux. Il y a eu une première exposition en 1914 à Zurich dans une galerie qui était importée de Munich. Mais après, quand Picasso s'est tourné vers le cubisme, ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas très bien été perçu en Suisse, parce que le cubisme, on l'associe à ce moment-là aussi au communisme, à une vision autre de la société. Donc on a mis ça un petit peu de côté. Ça a duré jusque dans les années 50. Puis même dans les années 50, on allait voir Picasso pour parler de lui, de choses peut-être plus néo-impressionnistes que véritablement parler de Guernica. Donc on a pioché, tant chez les collectionneurs que les critiques, un peu ce qu'on veut. Et puis en même temps, il y a ce formidable personnage immense qui nous entoure, dont on entend parler tout le temps, dont on a vu soit des sculptures, soit les dessins, soit des peintures. Et on est baigné là-dedans. Moi, je m'appelle Niki de Saint-Phal. Les grandes expositions, vous êtes cliente? Oui, je suis cliente, mais c'est vrai que je me demande s'il n'y a pas une formation des commissaires d'exposition, parce que je trouve que maintenant, c'est fait d'une manière extrêmement, comment dire, intelligente et incitative. Rien que l'affiche de l'exposition Niki de Saint-Phal, on la voit en train de, avec sa carabine, on a envie, enfin je trouve qu'ils savent susciter l'envie. Il y a un marketing culturel. Mais un marketing, et les produits dérivés, je ne sais pas si vous êtes passé, mais alors les produits dérivés, on a envie de presque tout acheter. Ouais. Il y a vraiment une intelligence, et comme vous le disiez aussi, on donne envie, en voyant ces files de gens qui attendent, ou les nocturnes, on se dit, ah non, mais il faut qu'on y aille. Enfin... Je voudrais qu'on cite quelques chiffres, c'est important. Toutankhamon, en 1967, au Petit Palais, donc cette histoire des expositions, ça ne date pas d'hier, puisqu'il y a déjà eu à l'époque 1 240 000 visiteurs. Je voudrais simplement donner Matisse au Centre Pompidou, plus de 700 000, Manet au Grand Palais, plus de 700 000, etc., etc. Je pense qu'il y a un aspect événementiel qui joue. Et je pense d'ailleurs que les organisateurs de ce genre d'exposition en sont très conscients. C'est un événement c'est fédérateur, ça entraîne aussi le public au-delà évidemment de la qualité, de l'artiste, du sujet, de la thématique, etc. Et puis, et vous savez que je ne suis pas vraiment un technophobe, je crois qu'à l'époque du virtuel, d'Internet, on a aussi besoin d'un contact avec la réalité des œuvres. La matière. Et les grandes expositions nous permettent ce contact presque physique. D'ailleurs, on dit tout le temps qu'on ne peut pas toucher, parce qu'on a envie de toucher, évidemment, avec la réalité des œuvres. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est déterminant. Ça ne veut pas dire aussi que, évidemment, pour que ce soit un événement et pour qu'il soit fédérateur, comme je disais, il ne faut pas, au-delà d'expositions, développer avant, pendant, après, des applications, des compléments d'information, etc. Il y a toute une superstructure numérique qui vient autour. Mais avant tout, il faut privilégier la rencontre avec les œuvres et avec l'artiste. Je pense que c'est ça qui est déterminant, outre bien sûr aussi le financement, parce que ça coûte très très cher. Est-ce que la photographie est de l'art ? C'est une question un petit peu dépassée maintenant. Ça va faire presque 20 ans que le marché de la photographie plasticienne a explosé. C'est une écriture. On peut faire de la photographie, un beau paysage, un coucher de soleil, ça ne sera jamais qu'une photographie. Si on veut faire une œuvre d'art, il faut vraiment explorer le langage et la technique. Question, allez, nous allons commencer par notre ami belge. Je ne sais pas pourquoi. Mais moi, je sais pourquoi. Voilà. Est-ce que vous considérez justement que cette photo... Mais quelle question! Oui, évidemment. Oui. La réponse, oui. Et c'est un art populaire. Il intéresse plein de gens. Il est beaucoup plus accessible que pas mal d'autres choses. Et les gens ont envie de s'y mettre et le font. C'est un art qui a vraiment une réelle attractivité auprès des gens. Et moi, je m'en réjouis. Je vais vous poser ma question. Non, mais oui, parce que la définition d'un champ artistique, c'est aussi les gens qui le font. La peinture, tout le monde en a toujours fait. C'est clair, mais s'il n'y avait pas Goya, Rembrandt, Velasquez, ce serait de la barbouille. Mais on aura éventuellement des grands classiques, on en aura. C'est un art qui se définit. On en a déjà d'ailleurs. Au Québec, on a des gens qui ne font que ça. Je pense à Isabelle Ayer, je pense à Pascal Grandmaison, Geneviève Cadieux, qui sont des gens qui sont, les frères Sanchez, qui sont des gens qui ne font que ça, qui sont en train de réinventer ce langage-là, de se l'approprier. Bien sûr, ce qui est intéressant, au Québec, on a, comme vous aussi, le mois de la photo, puis qui est une biennale. Et le sujet de la biennale en 2015 sera ça, c'est
la démocratisation de la photo aussi peut nous questionner sur qu'est-ce qui est un art dans la photo et qu'est-ce qui ne l'est pas, par contre. Parce que maintenant, la surabondance des photos, les téléphones intelligents, Instagram et tout, font que toute photographie n'est pas un art, bien évidemment, même si tout le monde a des velléités d'artistes en mettant un filtre orangé sur un arbre d'automne. Mais c'est incontestable qu'il y a des artistes qui ont choisi ce langage-là. Il y a d'ailleurs eu à Beaubourg des rétrospectives, par exemple, de Cartier-Bresson, des rétrospectives dans les musées du monde entier d'Andreas Gursky, donc l'allemand, de toute une école en Allemagne avec Thomas Ruff. Doineau ici, qui était quand même... Mais Pierre et Gilles, par exemple, intègrent la photographie dans des œuvres picturales qui sont... Vous voyez, quand on vous torture, vous finissez non, mais c'est parce que je réponds d'abord... Vous êtes une âme sensible, en fait. Je réponds d'abord à la première et puis à la seconde question. Mais s'il faut donner des noms, voilà, il y a Man Ray, il y a bien sûr, il y a Shorochenko, il y a Rauschenberg, il y a Warhol aussi qui a intégré la photo. Et il y a un marché de l'art photographique qui se développe aussi complètement. Et Bill Violin, alors avec qui on peut être d'accord ou pas toujours en fonction de critères purement artistiques, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, il y en a peu importe, mais Violin disait, moi je trouve ça assez juste, il disait ce qui signe une véritable œuvre d'art, c'est sa capacité intemporelle à nous toucher au plus profond de nous-mêmes. La photo est capable de nous toucher au plus profond de nous-mêmes. Et d'autant plus, moi, il y a une chose qui me fascine avec la photo et à laquelle on ne pense pas toujours, c'est comme pour les enregistrements sonores ou la vidéo maintenant, c'est que la photo, c'est un instantané du passé. C'est le seul moyen de voyager dans le passé. C'est incroyable quand on y pense. C'est pas juste un truc esthétique. C'est on regarde un moment donné, quelque chose qui s'est passé dans le passé et on y a immédiatement accès. Qu'est-ce qu'une œuvre d'art ? C'est un geste qui veut réinterpréter le réel, je crois, qui veut le transposer. J'aime bien, j'assume ce côté prof atroce dans ton interrogateur. Alain, c'est pour vous. C'est un réel vu par un jeu qui parle à d'autres. Olivier. C'est une énigme. Ouais, ça, je suis assez d'accord quand même. L'énigme, c'est un peu facile. C'est le Sphinx qui vous parle. C'est le Sphinx qui vous parle. Moi, je vous l'ai déjà donné, c'est celle de Violin tout à l'heure, c'est-à-dire de toucher à l'émotion, de toucher au plus profond de soi, quel que soit le médium, finalement. Du noir, uniquement du noir. Mais le relief accroche la lumière. On dirait qu'il brille. Pierre Soulages a inventé l'outre noir. Une seule couleur, mais des nuances, des matières, des lumières. Il ne faut pas regarder des choses avec ce qu'on a dans la tête, mais regarder avec les yeux. Et on s'aperçoit que ces peintures qu'on appelle noires ne sont pas noires, qu'il y a des reflets sur le noir, et que ce sont ces reflets qui constituent la peinture que je fais. Est-ce que vous considérez, du point de vue justement de votre espace francophone, qu'on peut comprendre la suspicion qui règne, le doute qui existe et qui avait été parfaitement illustré, par exemple, dans une pièce de Yasmina Reza qui s'appelait Art, dont vous avez probablement entendu parler, car elle a beaucoup tourné dans l'espace francophone, où au fond, des amis se retrouvaient autour d'un tableau blanc qui était l'espace du ridicule. Ce qui est intéressant, c'est de voir au moins qu'on discute de rapport à l'art. Et peu importe qu'il y ait de la... Moi, je suis un grand amateur de Soulages, peut-être plus ses toiles des années 50 que celles qu'il fait aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir au moins qu'il y a un débat intéressé sur c'est quoi l'art, comment est-ce qu'on peut en débattre. Et moi, je dis tant mieux qu'il y ait du débat comme ça. Même si pour déboulonner des sculptures, si on trouve qu'il est surévalué ou pas assez... Mais parfait, mieux vaut parler de ça que de trucs beaucoup D'ailleurs, plus il vaut mieux futiles. parler globalement des artistes que de l'art contemporain, parce que l'art contemporain est un genre qui n'existe pas. C'est comme si on disait... L'art a toujours été contemporain. Et il y a sans doute des chefs de tribu à l'époque qui trouvaient que les aurochs dans la grotte de Lascaux, ça ressemblait à rien du tout. Et que, bon, on ne sait pas ce que sont devenus ces artistes de l'époque. Hein. Ils ont été mis à mort ou lapidés. Moi, est-ce que chez vous... Mais chez nous aussi, on voit ce débat, c'est plutôt un débat de café du commerce. Le monde politique a peu tendance à s'immiscer dans ce genre de discussion. Je suis beaucoup plus sensible à ce qu'on a entendu de Pierre Soulages lui-même. Il parle en termes d'émotion du public. Il dit il y a des gens qui, en regardant mes toiles, ils sont émus et ils en pleurent. Eh bien,
pour moi, l'art, c'est d'abord ça, d'abord une émotion. Et tout le discours intellectuel que l'on place après, ça me paraît quand même parfois un peu plaqué. Et je crains surtout que ça écarte le public de l'art contemporain. Je pense que si les gens voient l'art contemporain, et ils vont aussi dans les musées qui existent en Belgique, en plus, avec une tradition surréaliste, on prend ça sans doute avec un certain dégagement. Mais je pense que si on leur expliquait que ce qu'ils vont voir, c'est des choses qui vont peut-être leur plaire, peut-être pas, mais que c'est d'abord une émotion avant qu'on essaie de comprendre, je pense qu'on aura fait un grand pas. Je pense que ce qui gêne dans l'art contemporain, c'est moins ce que l'on montre que le discours que l'on tient. Ce dont j'ai l'impression, c'est que souvent les critiques les plus féroces émanent justement des milieux qui sont en train de perdre une certaine influence, ou influence en tout cas, sur le monde de l'art ou sur un certain monde politico-économique. Et puis, ça devient, à ce moment-là, ça peut devenir une sorte de discours politique, parce que souvent, une des critiques qu'on entend par rapport à l'art contemporain, c'est un truc, voilà, c'est un enfant aurait pu le faire, c'est laid, et puis ça plaît aux bobos de gauche. Et on a l'impression que comme il y a une perte de maîtrise, il y a une perte d'influence, il y a une perte de légitimité, alors on va crier, on va dire qu'on ne comprend plus ce qui se passe, ou que ça ne va plus, ou qu'il y a trop d'argent qui est là-dedans, et donc que cet art est délégitimé. Moi, j'ai un tout petit peu de peine à comprendre ça, et j'ai plus l'impression que des fois, quand on met quelqu'un devant un tableau de Soulages, ce qui fait peur, c'est justement qu'il n'y ait aucun fil conducteur qui soit imposé, c'est-à-dire que la personne se retrouve totalement libre d'être avec elle-même par rapport à ce qu'on lui montre, et puis ce sont ces émotions intérieures qui vont remonter, les gens vont pleurer, vont rire, ou ça va leur être indifférent, ils vont aimer ou ne pas aimer, peu importe. On a le droit de ne pas aimer aussi. Mais il n'y a pas de fil, il n'y a pas de cadre. Et pour pas mal de gens, on est un petit peu perdu quand on se trouve devant quelque chose qui n'est pas formateur, qu'on ne vous dit pas regardez à gauche, regardez à droite. Depuis le début de 200 millions de critiques, nous avons abordé toutes les formes de culture venant de tous les horizons de la francophonie, et notamment la musique. Nous avons écouté large, de la rumba congolaise de Papa Wemba à la chanson québécoise, en passant par l'inaltérable Johnny Hallyday et son nouvel album. Et pour débattre de tous ces sujets, notre bande a dû passer sur quelques a priori. Une belle initiative d'un éditeur québécois qui prouve qu'on peut faire des choses avec cette bibite qu'on appelle le livre électronique. Vous appelez ça comment? Une bibite. D'accord. Chez nous, il y a un phénomène qui est assez intéressant, la presse, y compris française d'ailleurs, s'y est intéressée il y a quelques mois, c'est que vous savez qu'il y a une espèce de transhumance de certaines personnes fortunées qui viennent vivre à Bruxelles pour des raisons fiscales. Eh bien, en Suisse, ça n'existe pas. Eh bien, il paraît qu'il fait un froid de gueux chez vous déjà, c'est vrai? Pas déjà, mais il faisait moins 10 quand je suis parti. Mais comment vous faites là-bas pour vivre comme ça? Arrêtez. Mais regardez Gerlach. Il nous avait une petite veste extrêmement, comment on peut dire? Stylée, oui. Vous l'envoyez au Québec, bang! Attendez, oui, effectivement, Mathieu, comment fait-on pour danser sur une chaise? Faites-moi du Papa Wemba. Allez-y. J'ai mes racines africaines, c'est très très loin. Allez-y, mon vieux, faites quelque chose. Ben, je peux faire ça comme ça. Est-ce que j'ai la... Est-ce que je chaloupe bien? Ouais? Ça, c'est la rumba. Ça, c'est le rythme parce qu'il y a plusieurs... Et maintenant, pardon, mais ce qu'il faut quand même un peu les déniaiser. Et la version suisse de la rumba, ça donne quoi? C'est la même. En plus lent. Il y a une hypocrisie, ce garçon. Non, mais je sais pas, essayez quelque chose. Soit. Alors, allons-y. Grand silence. Pourquoi? Non, mais il faut imaginer la musique qui va avec. C'est le bon rythme. C'est la rumba helvétique. C'est quoi ça? Je vis dans le Kamouraska, c'est-à-dire que j'ai un pied-à-terre à Montréal pour mon travail, mais je vis dans la région du Bas-Saint-Laurent, le Kamouraska, qui est sur la rive sud du Saint-Laurent, environ à 4 heures de route de Montréal. Et il y a un petit village qui s'appelle Saint-Pacôme de Kamouraska qui s'est autoproclamé la capitale. Vous avez de la place là-bas? Comment? Vous avez de la place là-bas? Oui, on a de la place. Parce qu'on arrive tous les 4 la semaine prochaine. Ah non, mais arrivé, moi j'ai une belle super maison sur le bord du fleuve, vous allez beaucoup aimer ça. Mais Saint-Pacôme s'est autoproclamé la capitale québécoise du... J'ai le chauffage certain. Oui. Très important. J'ai des peaux d'ours, tout ça, il y a des indigènes qui se promènent dans ma course, c'est magnifique. Aujourd'hui, il y a de l'argent pour rien. Oui. Alors qu'on ne bosse pas moins, il y a plus d'argent, il y a plus de... Il est où cet argent? Pourquoi aujourd'hui on est... Il est où cet argent? Posez la question en Suisse. Il n'est pas planqué en Suisse. Mais donc non, diantre. C'est vrai qu'il y a une sorte de curiosité qui vient de s'exprimer. Il y a des Français qui viennent au Québec, qui s'établissent, qui rencontrent des Québécoises, qui se marient avec des Québécoises. Il y a des échanges, évidemment. Il y a des programmeurs. Il y a de nombreux Français qui viennent à Bruxelles, mais c'est pour d'autres raisons. Il n'y en a aucun qui vient en Suisse. Il n'y a pas de Français en Suisse. On fait le tour de tout le monde et après on se bat. En Suisse. En Suisse, on ne se bat pas, Guillaume. Vous devriez savoir ça. Non, vous allez voir ça, on va s'en charger.
Bardot, évidemment, s'en est pris à la chasse aux phoques. Il y a toutes sortes d'études qui ont montré que c'était pas si barbare que ça, que les phoques meurent généralement après un coup de gourdin. Ils sont complètement sonnés. Il y a beaucoup de documentaires qui... Ça nous rassure. Non, mais c'est vrai, on défend la chasse aux phoques. non, mais ben oui. Absolument. Mathieu, vous êtes en train de vivre dangereusement. Non, absolument. Mathieu, le sujet, c'est Brigitte Bardot. Non, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est TV Phoque pour l'instant. Comme nous, on ne dit pas tout le temps une fois non plus, même si on dit... Oui, vous le dites pas assez souvent même. C'est bien que vous l'ayez dit. Je veux bien le dire une fois maintenant. On a une expression au Québec, nous, pour dire quelqu'un dont la vie a été très difficile, on dit être barouetté. Ça vient de brouette. Quand on est une brouette et que ça bouge. C'est chaotique. Et c'est chaotique. Et la vie de Johnny, il a été barouetté. C'est très réjouissant pour une femme de ça, la voir. c'est bien, Elle sait tout. Vu que son cerveau va très très vite. Pour Luc Besson, ça. Et c'est agréable qu'une blonde sache tout et qu'elle mette la pâtée à des Asiatiques très méchants, parce que maintenant l'Asiatique, le méchant doit être asiatique, c'est ce qui est politiquement correct. L'Igloo Fest, ça va vous intéresser. L'Igloo Fest est un événement à Montréal qui se fait dehors l'hiver, au mois de janvier. Il y a 15 000 danseurs, il y a des bars faits en glace. Tout le monde est en parka et tout le monde danse sur de la musique, électro. Ça s'appelle l'Igloo Fest et ça marche au fond et j'ai vraiment envie de vous y inviter, vous qui aimez le froid. Alors... Gatrazanga no bokutisanga na bekiponga na kana kite ngamoto na sapwa mush bomatisi nga na ring na buna na Mohamed Ali na Mike Tyson rumba na rumba. Mon cher Amobé, qui est Papa Wemba pour ceux qui ne le connaissent pas? Papa Wemba, c'est l'une des dernières légendes vivantes. J'ai d'abord une bonne nouvelle de sa part. Vous savez que c'est aussi le propriétaire d'une marque déposée qui s'appelle la SAP, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes, dont vous êtes fait chevalier d'honneur. J'adore Brazzaville, j'ai été à Brazzaville cette année. Ça ne m'étonne pas. Vous avez laissé quelques traces là-bas. Donc Papa Wemba, c'est l'une des dernières légendes vivantes d'une époque révolue. C'est celle des pionniers fondateurs d'une synthèse de la musique, la rumba congolaise qui est née dans la rive d'en face, celle de Brazzaville, avec les bantous de la capitale. Et c'est celui qui a fait le pont entre plusieurs générations, qui a intégré donc des rudiments africains et qui les a transposés. Toujours. Lui, il est de Kinshasa. Oui. Lui, il est de la rive d'en face. Il vit de l'autre côté. Il vit de l'autre côté, mais c'est quelqu'un qui a 10 tourné... millions d'habitants, énorme mégalopole. Et Papa Wemba est l'un des porte-flambeaux de cette génération. Papa Wemba, il a 65 ans aujourd'hui, entre 65 et... Il est tout jeune. Il a commencé à 17 ans. Il est tout jeune. Il a commencé... Ça vous rassure, Guillaume. Ça vous rassure, Guillaume. Vous connaissez un peu son histoire. Il habitait les quartiers pauvres des faubourgs de Kinshasa et il écoutait du Wilson Pickett, du Elvis Presley, de toutes ces musiques qui venaient d'ailleurs grâce aux radios. Et il a justement transformé, fait une synthèse de ces influences locales congolaises. Avec Je sais que dans votre enfance, vous avez vécu dans cette région du monde, mon cher Alain. En effet, oui, c'était très depuis longtemps. Depuis plus d'ailleurs. Voilà, et bon, on se souvient en Belgique notamment du fameux Indépendance Tcha-Tcha qui a été un des hymnes populaires de ce mouvement de l'indépendance du Congo à l'époque. Moi, ce qui me frappe, c'est que chez nous, cette musique, elle est quand même aussi écoutée. Parce que dans beaucoup de pays, c'est un peu une musique de niche qui s'adresse à cette communauté. Chez nous, justement, à cause de ce passé... à un moment la world music. On s'est moqué du monde. On a dit c'est la world music, alors c'est la musique africaine. Bien sûr. Chez nous, il y a quand même une forte présence d'une communauté venue d'Afrique centrale. C'est les liens historiques avec le Congo, le Rwanda, le Burundi. Il y a même à Bruxelles un quartier où cette communauté est particulièrement importante, s'appelle Matongé, et qui est d'ailleurs le nom aussi d'un quartier de Kinshasa. Donc ça montre bien les correspondances nord-sud. Vous avez des souvenirs de ce que fut votre enfance? Quand même, oui, ça reste, c'est dans les gènes, et puis on a entendu... Vous avez quitté l'Afrique quand? Oh, il y a longtemps, non, je ne vais pas dire. C'est pas une émission sur moi, c'est une émission sur Papa Wemba. Papa Wemba est jeune à 65 ans. Que Papa Wemba. Ah, vous êtes un peu plus jeune que Papa Wemba. Oui, quand même. Et quand on vous dit de Papa Wenge, vous faites quoi parce qu'il n'y a pas de raison. Donc voilà. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que... L'impudeur n'est pas le monde d'Alain Gerlache. C'est encore le début. Attendez, la 15e, 30e émission, il faut quand même distiller les choses. Chez nous, en tout cas, en Belgique, et je vous y invite, l'été commence toujours par un grand festival qui s'appelle Couleur Café, qui est un festival qui se tient à Bruxelles, dans un espace qui s'appelle Tour et Taxi, où la musique d'Afrique centrale a une grande place. Guillaume, permettez-vous d'interjecter? Interjecter. Oui.
La France a perdu justement ce statut de matrice pionnière de la promotion des musiques, des cultures du monde. C'est Jean-François Bizot, début des années 80, Radio Nova, la Sono Mondiale, le mouvement actuel et tout ça. Rémi Copacopoulos. Exactement, la contre-culture. Mais aujourd'hui, les artistes africains francophones se plaignent d'avoir été délaissés par la France. Les plus grands festivals qui permettent à ces artistes de s'exprimer ne sont plus en France, mais en Belgique, en Suisse et au Danemark. Je fais sur la glace. L'été aussi, Pierre Lapointe a parcouru la France, en concert, seul au piano, devant un public entièrement nouveau. Au Québec, je suis très connu. En fait, ça se voit pas, mais je suis une grande star chez nous. J'aimerais tant briser vos rêves, les détruire à grands coups de rire. 200 millions de critiques est une émission francophone, mais nous, toutes les semaines, nous prenons des baffes par les Québécois, et grâce à Mathieu, qui nous raconte Xavier Dolan une semaine et Pierre Lapointe l'autre semaine. Non, je plaisante, mon cher Mathieu, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'un centre est en train de se déplacer. Alors, Arcade Fire. Oui. Nouvel album. Il y a 10 ans, c'était le coup de tonnerre. 2004, c'est là où la scène montréalaise a véritablement explosé partout dans le monde parce que c'était le lancement de l'album Funeral. C'est l'album qui a fait connaître le groupe un peu partout et qui a aussi contribué à faire de Montréal une ville qui a acquis, en tout cas dans ce temps-là, un statut un peu comparable à ce que Seattle a été dans les années 90 avec la naissance du grunge. Bon, ça s'est un peu assagi. Il n'y a pas nécessairement toute la fébrilité qu'il y avait à cette époque-là, parce que là, vraiment, tous les médias américains et même mondiaux étaient branchés sur Montréal. Il y a même eu des groupes qui ont réussi des coups de chapeau, mais vraiment des trucs qui n'auraient pas été possibles auparavant. Un groupe qui s'appelle Malajube, qui chante en français, a été critiqué, mais vraiment de manière dithyrambique par des médias américains qui s'intéressent très rarement à la chanson francophone. Et ils ont fait un album qui a cartonné sur les médias, les grands médias américains également. Mais chanté en français? Ils chantent toujours en français. Ouais. Et c'est intéressant de voir, justement, comme je le disais, la marge entre la musique de niche et la musique qui joue dans les radios est de plus en plus ténue. Hein. Seul, s'endormir seul, en gardant une place auprès de soi. Seul, respirer seul, sentir les battements de son cœur. Ne rien demander de plus, se laisser porter par le temps, oser regarder devant soi malgré tout, trouver le courage qui vous manque. Yves, c'est vous. Le docteur S. Johnny. Alors, quand il dit c'est exactement dans Télérama ce que je ne suis pas, qu'est-il exactement? Un Elvis Presley français? Je laisse le 1 et le 3 points d'interrogation parce qu'on ne sait pas au fond. Et ni un Cliff Richard, pour prendre ce qui était à l'époque l'équivalent anglais. Non, c'est un phénomène exclusivement français, Johnny Hallyday. Il n'y a pas d'équivalent, il n'y en a pas au Canada non plus. Et d'ailleurs, comme il dit, rester vivant, c'est ça qu'il a réussi par rapport à Elvis, qui lui est mort à 47 ans, Johnny en a 71, et par rapport à Cliff Richard, qui est toujours vivant. Mais dans quel état? Et qui ne compte plus. Surtout. Alors que Johnny, aujourd'hui, à 71 ans, on est en train d'en parler devant 257 millions de foyers dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il va vendre vraisemblablement peu ou prou encore 1 million d'albums. Voilà. Mais donc, il réussit à créer l'événement et avec cette espèce de... Ce qu'il dit très bien dans cette très bonne interview de Télérama, une espèce de solennité, il y a une gravité autour du personnage de Johnny. C'est d'une certaine façon en ça qui ne peut pas être de la variété, même s'il a chanté de la variété italienne, de la variété française. Mais ça n'est plus aujourd'hui tellement sa musique qui est rock, c'est lui, c'est son parcours absolument incroyable. Et malgré tout, je dois dire, au nom du rock, pour m'auto-citer, c'est que le meilleur morceau que Johnny a jamais enregistré, à mon goût, c'est sa version de Blue Suede Shoes,
sur une compilation qui était dédiée à Sun Records, où il côtoie Bob Dylan, Robert Plant et Jimmy Page, Elton John, Paul McCartney, etc. Grande question qu'on va se poser ensemble, tous les quatre, et il faut y aller franchement, c'est en gros un débat. Ce qui est d'ailleurs amusant que cette interview soit dans Télérama, parce que Télérama, Libération et les autres journaux, un album sur deux, il l'incendie, et l'album d'après, il le porte au nu. Il y a une sorte d'incohérence de la presse depuis des années à l'égard d'Hallyday qui est quand même phénoménale. Donc il y a deux choses. Il fait aussi des mauvais albums. Oui, non, mais est-ce qu'il est une partie de la légende du rock'n'roll, ou est-ce qu'il est celui qui a prostitué le rock'n'roll en le transformant en variété, même s'il déteste qu'on dise ça aujourd'hui? Michel. J'ai l'impression, quand on pose une question comme celle-là, qu'elle est formidablement sentencieuse. C'est-à-dire que... Il a été résident suisse. Hein. Oui, il l'est toujours d'ailleurs, à ma connaissance. Oui, c'est ça qu'il est génial, parce qu'il est un peu belge, il est résident. D'autres résidents, helvètes, il est français. Mais répondez, mais il manque Michel. Non, mais je réponds à votre question. Répondons à la question qui est importante, parce que c'est une question qui est posée. On ne peut pas réduire en même temps, je trouve ça formidablement, je sais pas moi, incroyable de réduire Johnny au rock. Johnny, c'est pas le rock. On ne peut pas dire il a dévoyé le rock à lui tout seul ou il incarne le rock à lui tout seul. Il y a plein d'autres, il y a des milliers d'autres exemples, des centaines d'autres exemples de rockers ou de groupes de rock qui sont plus important dans l'histoire du rock que Johnny l'est à l'échelle mondiale. Bien sûr qu'en France et dans la francophonie, en Belgique, en Suisse aussi, où il a un fan club invraisemblable, il a une importance. Mais de là à vouloir l'associer à l'histoire du rock tout court, moi j'y mettrais un petit bémol quand même. Ce type est génial, pourquoi ? Parce qu'il est resté lui-même tout au long de sa vie, avec ses écarts, avec ses réussites, avec ses échecs. On a l'impression qu'il a lu un bouquin de marketing, alors que c'est certainement pas le cas. Mais enfin, il fait tout juste. Il est lui, il suit son chemin, il s'en fout de ce qu'on dit, qu'il fasse bien, qu'il fasse pas bien, que la critique soit bonne, que la critique soit négative. Moi, je vais mon bonhomme de chemin. Effectivement, sur la durée, la longévité, en plus, ça lui donne une crédibilité formidable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'on a peut-être pu, ce dont on a pu se gausser à une certaine époque, on a tendance à l'ériger en véritable réussite, parce que il est en téflon. Hein. Absolument, il déroge pas. Il y va, il fait son bonhomme de chemin. Il a raison, le dernier album est bon. Il est sur sa Harley, et puis il traverse, et puis le reste, écoutez les gars, je m'en fiche. Magnifique. Ouais. Monsieur Smet. Mais chez nous, évidemment, il est vécu comme une sorte de Belge qui a réussi en France. Hein. Il y a une scène assez émouvante qui s'est produite il y a quelque temps à Los Angeles. J'y étais pas, mais j'ai lu ce qu'en disaient les journaux. Il est allé voir un concert de Stromae avec ses filles, qui sont des fans de Stromae. Et Stromae a dit à l'issue du concert, avec beaucoup d'humilité, je dis respect à Johnny Hallyday. Faire des albums qui marchent comme les miens, c'est cool, mais faire une carrière à la Johnny, c'est autre chose. Et je pense qu'il résume parfaitement ça. Tout est dit, tout est dit. 200 millions de critiques, c'est aussi le Zap Culture, grâce auquel nous avons fait plusieurs fois le tour du monde de la francophonie. En voici les meilleurs moments. Bonjour, c'est chanté. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Micheline. Mademoiselle M comme mystérieuse, M comme coquine. Elle y enseigne le théâtre depuis 15 ans, mais la comédienne Jacqueline Laurent-Auger n'est plus la bienvenue au collège Jean de Brébeuf à Montréal. Alors ce renvoi, Louis-Philippe, c'est à cause de scènes osées tournées il y a 50 ans. Voyons donc, je crois qu'il vit en 1950, ce pauvre homme. Non, j'ai honte qu'une telle dévergondée puisse être ma sœur. On est un peu déçus, c'était pas assez porno, mais... Le festival lausannois est passé maître dans l'art de la provocation qui commence dès l'affiche du festival avec un phallus en guise de logo. À la Monnaie de Paris, McCarthy fait sourire en transformant l'espace en vaste chocolaterie qui produit des Pères Noël et des sextoys en série. Ambiance vintage cette année au Festival de la Bâtie. Un revival dans l'air du temps. Ces derniers mois, la décennie est à l'honneur entre hommages télévisés et soirées dansantes. Le morceau s'appelle « À bouche que veux-tu ». Il annonce le 3e album attendu cet automne. Une femme barbue, ça n'est pas quelque chose de commun par les temps qui courent. L'entrée des deux stars, Tony Bennett, le dernier des grands crooners, et Lady Gaga, la plus grande star du début du XXIe siècle. La perspective de serrer la main et qui sait de faire la bise à Lady Gaga me fait vraiment plaisir. C'est des vieux gamins, quoi, finalement. Et ils ont encore mes chansons en tête, la preuve, c'est qu'ils ont tout chanté par cœur. Et je dois dire que c'était assez décoiffant. C'était swag. C'est bon parce que swag,
C'est un mot que nous, les jeunes, on n'utilise pas et que les vieux utilisent pour se faire passer pour des jeunes. Oh, mais il y a des enfants que je n'ai jamais vus. Le train de la télé nous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. En la regardant de près comme ça, j'ai l'impression qu'elle s'est faite lifter. Roman Polanski aurait-il été mordu par un vampire? À 81 ans, il a l'air d'en avoir 60 et semble comme régénéré par sa dernière création. Ah, j'ai une trouille pas possible, je dois vous dire que j'ai un trac. Vous qui jouez partout, au Japon, en Russie. Mais plus je vais dans ce métier, plus je le traque et je le doute qui s'installe. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va chez vous? Pierre et Gilles sont ravis. Leur portrait de Stromae vient de partir à 120 000 €. Mais pas question ici de parler d'argent. On pense pas à ça. Non, on pense pas à l'argent. Nous, ce qui nous plaît, c'est de faire les images surtout. Bah oui. Les Français sont différents de tout ce que j'ai connu jusqu'ici parce que les Français cherchent à comprendre. Ils sont cartésiens, les Français. Alors, Hollywood, Paris, Bruxelles, qu'est-ce qui a votre préférence pour le moment? Bruxelles. Ah ouais, absolument. Pour Damiens, c'est une première collaboration avec Jacot. Il m'a proposé 2 rôles, il m'a dit lis le scénario, puis choisis, et puis j'ai pris le rôle le plus important des deux. Ça avait plus de cachet, donc plus de pépettes. Pas complètement con. Ben oui, ça paraît pas, mais bon, ma famille est d'Haïti, ma famille est de toutes les couleurs. C'est vrai qu'on pourrait vous écouter parler de l'intime longtemps, mais si on veut en savoir plus, on se rend à Namur. M'écouter toute la nuit. C'est jusqu'à dimanche soir, ce festival de l'intime. Merci en tout cas, Benoît Poelvoorde. Ce soir, dansons jusqu'à en mourir. Musique. Non, non, ne me quittez pas comme ça. Ne me quittez pas. Qui est mon amour, qui est ma belle. Ne me quittez pas. Dernière partie du meilleur de 200 millions de critiques. En 2014, nous avons parlé de la littérature dans tous ses états. Nous avons bien sûr évoqué le prix Nobel 2014 attribué à Patrick Modiano. Nous avons débattu de ces livres qui se vendent à profusion et qui ne sont pas vraiment de la littérature. Et nous nous sommes intéressés au livre numérique et à sa progression. Le livre papier va-t-il devenir un vase rigolo pour les cactus? Un meuble d'appoint vintage pour poser le café? Ce meuble pratique et décoratif que l'on appelle une bibliothèque va-t-il disparaître de nos intérieurs connectés? Qui lit sur tablette? Ça m'arrive, mais surtout des polars. C'est drôle comme des romans policiers. C'est vrai que ça ne me viendrait pas l'idée peut-être de mettre un vrai, une œuvre littéraire sur une tablette. Mais sinon, c'est vrai que c'est pratique quand on prend le train ou le métro d'avoir plutôt sa tablette que... Surtout pratique pour le voyage. Pour le voyage, exactement. Au lieu d'envoyer... J'aime pas les liseuses, je trouve ça gris, je trouve ça triste, alors que la tablette, voilà. Mais bon... Elle s'améliore. Peut-être, mais sinon, je trouve ça un peu... Mais je pense que le mot qu'il faut retenir avec cette arrivée du livre électronique, c'est l'hybridité. Les écrans se multiplient en télévision, on le sait, on regarde la télé avec 1, 2, 3 écrans des fois. Eh bien là, pour le livre, c'est la même chose. Et comme par exemple le vinyle effectue un retour actuellement et qu'on pensait que le MP3 allait tout saccager, on voit qu'il y a un retour du vinyle. En musique, c'est la même chose. Et même parmi certains cercles, il y a le retour de la cassette, je vous le dis tout de suite. Oui, non, mais c'est vrai. Avec le crayon pour la petite cassette est en train de faire un retour dans certaines niches musicales. Alors, ça nous prouve une chose. J'aime bien niche musicale. C'est vraiment une niche, Mathieu. C'est une niche. C'est une niche avec le crayon. Mais elle est là. Mais le livre, c'est la même chose. C'est qu'actuellement, on a peur parce qu'il y a la disparition d'un support, mais il y a toutes sortes de lectures qui s'accommodent très bien, par exemple, d'un petit écran. C'est l'hybridité, comme vous dites. Et c'est l'hybridité qu'il faut retenir là-dedans. Là, ce qu'il va falloir être capable de sécuriser, c'est la chaîne entre le lecteur et l'auteur qui est rétribué. C'est une plume qui prend des allures de flèche. Par écrit, Valérie Trierweiler fixe sa colère contre son ancien compagnon François Hollande et c'est Paris Match, son employeur, qui en assure la promotion, un condensé de vie privée presque gênant. L'homme se déshumanise, il est froid, ne sourit pas. Je suis son faire-valoir, mais je ne dois rien valoir. Vengeance d'une femme trompée, meurtrie et renvoyée du palais, éclairage intime d'un homme complexe qui manœuvre le bateau France ou coup médiatique d'une journaliste qui veut vendre. Pour le directeur de Paris Match, c'est plutôt l'histoire d'un couple qui finit mal. Elle raconte absolument toute la chronique d'un couple, avec depuis la rencontre, l'éblouissement de la rencontre, l'éloignement quand elle arrive à l'Élysée,
entre elle et lui, et puis l'incroyable violence de la rupture. Après les rares confidences de Bernadette Chirac, le pamphlet tardif de Cecilia Attias Sarkozy, c'est la première fois qu'un livre détaille l'intimité d'un chef d'État en exercice. Excellent sujet donc de France 3 pour la sortie de ce livre de Valérie Trierweiler. Puisque vous avez le recul nécessaire les uns et les autres, et c'est une bonne chose dans cette affaire, est-ce que nous sommes face à un phénomène nouveau, mon cher Olivier, ou est-ce que ça a toujours existé que les grands best-sellers, plutôt par exemple, pour prendre des exemples d'il y a 20 ans, ce soit plutôt Ricazara que Marguerite Duras? Ah non, mais en 1780... en librairie arrive un livre assez mièvre qui s'appelle Paul et Virginie, écrit par Bernard de Saint-Pierre, qui écrase les ventes et le pauvre Voltaire sort des bouquins, personne ne les lit. Non, ça existe depuis toujours. Et alors n'attendez pas en plus du directeur de France Culture qui vous dise qu'il faut plutôt lire les livres des éditions de Minuit que ceux que vous citez, ceux de Valérie Trierweiler ou Éric Zemmour. Moi, j'adore les éditions de Minuit. Mais oui, mais on a le droit ici de dire ce qu'on veut. La vérité, c'est que ce débat est un faux débat. Parce que, première chose, formidable que les gens lisent, qu'ils achètent des livres, qu'ils aillent en librairie acheter des livres. Ça, c'est ce qu'ils ont fait à travers ces deux livres et ce qu'ils font dès qu'il y a des best-sellers. Secondo, est-ce qu'on dit que parce que il y a TF1, ça empêche de regarder Arte? Non. Est-ce que parce qu'il y a une grande distribution pour acheter de la viande, on ne va plus dans l'épicerie fine? Non. Donc, formidable, si des gens ont encore besoin d'avoir ce petite chose avec lesquelles ils s'endorment, qui est un livre. Alors, ce livre, après... Et vous avez tort. Je suis obligé d'apporter la controverse. Puis tout à l'heure, je disais j'avais choisi mon exemple. Duras, Zaraï. Duras, l'amant, 1 million. Aujourd'hui, vous connaissez comme moi, tous bien évidemment, les chiffres des ventes de la littérature, hors prix littéraire, c'est une catastrophe en France. C'est plus du tout les mêmes tirages que L'Allée du Roi de Françoise Chandernagor, que L'Amant de Marguerite Duras, que Les Bienveillants de Jonathan Little. Il y a une sorte de dépression actuelle. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Il y a encore une diversité incroyable de titres. Oui, mais je parle des ventes, là. Les ventes cumulées, en effet, sont moins importantes qu'il y a 20 ans. Les grands best-sellers, en effet, les grands best-sellers n'existent plus de littérature générale. Néanmoins, les livres ont une durée de vie beaucoup plus longue qu'ils pouvaient avoir autrefois, à travers les différentes éditions qui sont le poche et le numérique. Ils deviennent des films. Non, je suis très optimiste, moi. Le fait qu'il y ait des livres qui marchent et qui ne sont pas forcément des livres qui vous plaisent à vous parce que vous êtes très élitiste, ma différence... C'est l'espèce de flagornerie pleine de poison. Une baffe, un crachat, après, sur le contenu des livres, finalement, vaut mieux avoir, je trouve, un bon livre de Valérie Trierweiler que 25 couvertures de Paris Match sur le même sujet. Dans le fond, voilà, ça existe. Quant à Zemmour, il a le droit. Oui, moi je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Olivier. C'est une émission de débat qui s'appelle 200 millions de critiques. Moi je suis pas d'accord. C'est pour planter le décor et puis maintenant... Alors planter. Voilà. Je ne mettrai quand même pas le bouquin de Zemmour sur le même pied que celui de Valérie Trierweiler. Parce qu'au moins dans le bouquin d'Éric Zemmour, il y a des idées. Alors ces idées sont peut-être sulfureuses pour un certain nombre de gens, on peut ne pas être d'accord, mais il y a quand même du contenu. Je n'ai pas lu le livre de Valérie Trierweiler, je l'avoue et je l'assume, mais je n'ai pas l'impression que c'est surtout pour les idées qu'il a marquées. Voilà, un témoignage, contesté ou pas. Mais donc, ça ne me dérange pas. Et de toute façon, c'est vrai que lorsqu'on prend, par exemple, la presse, si vous allez dans une maison de presse, vous verrez Le Monde, Le Figaro, Libé, Le Parisien, etc. Ça ne représente qu'une petite partie de ce que les gens lisent par rapport à Géo, Histoire. Oui, mais même aussi des mensuels ou des hebdomadaires. Beaux-Arts Magazine. Voilà, ce sont des choses, c'est encore l'édition. Sur la littérature. C'est encore des choses qui se portent bien aussi. Donc ce phénomène, il est général. Ce qui est important, je pense aussi, en effet, c'est que les gens lisent et peu importe. Ils passeront de l'un à l'autre. Arrêtons l'esprit de système où ce n'est pas en effet parce qu'on regarde TF1 qu'on peut regarder Arte. Nous avons sur ce bateau la révoltée du Bounty que nous avons retrouvée. Mais oui, Marlon. Donc voilà la révoltée du Bounty. Alors. Mais je veux Brando, donc non, mais je ne suis pas sûre que les gens qui ont lu, par exemple, La femme parfaite est une connasse, qui est arrivée devant le prix Goncourt l'année dernière, qui n'était pourtant pas un prix Goncourt très... Pierre Lemaitre. Oui, Pierre Lemaitre, qui était plutôt très pointu. C'était quand même quelque chose de très accessible. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose, et je ne suis pas sûre que ceux qui lisent cet essai, plus ou moins drôle, qui a dû plaire d'ailleurs à Éric Zemmour, je pense, voilà, je ne suis pas sûre qu'ils aillent se précipiter sur le Goncourt ou sur de la littérature. Mais vous ne répondez pas franchement à la question. La question, c'est de savoir si finalement les best-sellers hors littérature font du mal ou pas à la littérature. Point.
Parce que constater que la photographie est là, tout le monde peut le constater. C'est même pour ça que nous faisons... Est-ce qu'ils font du mal? Je n'en suis malheureusement pas sûre. Après, non, j'avoue que je ne sais pas si les lecteurs iraient voir. Je suis assez dubitatif. Oui, en plus, quand on voit le suicide français, j'hallucine qu'effectivement, tout le monde... On sait que la France est le pays le plus déprimé au monde. Je pense que ça le confirme. Ça m'est souvent arrivé, quelquefois, c'est d'écrire un livre. Il y a un côté enfantin aussi. D'écrire un livre, un roman, en employant certains détails précis ou des noms de gens qui ont vraiment existé, dans l'espoir que si jamais ils tombent sur ce livre, ils trouvent leur nom et en fait, comme on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, ils vont peut-être vous donner signe de vie. En fait, c'est un peu un appel aux fantômes. Ça n'a jamais abouti, en fait, et je me demande si je le faisais pas parce que je savais d'avance qu'il n'y aurait pas de réponse, en fait. C'était ça qui me donnait envie d'écrire, en fait. C'était comme une sorte de, comment dirais-je, de pulsion, de fait qu'il n'y ait aucune réponse. Ça m'obligeait de nouveau à être dans une position de recherche, qui est celle souvent du romancier, c'est-à-dire d'essayer de résoudre des énigmes qui ne peuvent pas être résolues, en fait. Extrait de l'émission donc du camarade Bunel, qui est diffusée sur TV5 Monde, donc la grande librairie. Ma chère Estelle. Oui. Quand vous avez entendu Modiano prix Nobel, j'ai été surprise. Un désintérêt. Oui, un intérêt déjà. Bon, voilà, c'est un petit peu à côté. Cocorico, c'est toujours. Voilà, pour des Françaises, on se dit c'est toujours bien que la littérature française soit comme ça, saluée, honorée. Nous sommes les recordman du monde. En plus, mais là, encore une fois. Et d'ailleurs, c'est amusant. Enfin, c'est amusant. Pour rebondir à ce qui vient d'être dit, c'est vrai que dans ce livre, il dit qu'il n'avait écrit ce livre que dans l'espoir qu'elle lui fasse signe. Écrire un livre, c'était aussi pour lui lancer des appels. Et c'est vrai qu'avec Modiano, on a toujours l'impression qu'il lance des appels comme ça, justement pour retrouver des gens. Et il y a une nostalgie. Et c'est vrai que je vous expliquais que j'étais pas très nostalgique, donc parfois cette petite. Alors vous musique... lisez pas Proust? Parce qu'à la recherche du temps perdu, c'est ça. J'aime beaucoup Proust, et c'est vrai qu'on dit toujours que Modiano, c'est le Proust d'aujourd'hui. Et pourtant, ça ne fait pas pareil. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que j'ai un peu du mal parfois à entrer dans ce monde où on s'appelle Serge, Jacqueline, où on n'a pas de portable, où vraiment totalement déconnecté. Alors vous allez me dire Proust aussi, mais Proust, c'est tellement loin que ça me semble totalement justifié. Alors que là, c'est vrai que voilà, je ne dirais pas que je m'ennuie, c'est faux, mais je ne suis pas transcendée. Moi, c'est exactement le contraire. Je plonge dans un livre de Modiano, j'ai l'impression d'avancer vers quelque chose qui est justement la construction du temps, comme dans un gâteau, dans une pâtisserie. Vous savez, l'opéra, le gâteau, il y a une succession de couches. Alors, il y a les personnages d'aujourd'hui. Là, c'est un écrivain, il perd son carnet. Puis dans le carnet, il y a les personnages d'il y a 10 ans, puis il y a les personnages qui remontent à la guerre. Et on voit se constituer une sorte d'état gazeux du temps qui fait qu'au fond, ça parle à tout le monde et ça n'aboutit, lui-même le dit dans cet excellent extrait, ça n'aboutit à rien, si ce n'est à la reconstitution d'une archéologie. Il y a deux choses que je voudrais dire, par exemple, parce que l'importance historique de Modiano, c'est que vous savez, les grands historiens américains qui ont écrit sur la collaboration, parce que c'est son grand thème, quand même, Paxton et les autres, c'est après Modiano. La place de l'Étoile, c'est 1968. Quand le jeune héros arrive du côté du quartier de l'Étoile et qui tombe sur l'officier SS qui lui dit où est la place de l'Étoile et qui tape sur son cœur, c'était avant que tous les grands historiens du monde nous racontent la réalité de Vichy. Donc il y a une place de l'art qui est importante. Mon cher Alain. Mais c'est justement l'objet d'un prix Nobel, ça couronne une carrière. Maintenant, que l'on puisse aujourd'hui, comme Estelle, est peut-être un peu moins enthousiaste par rapport à ce qu'il écrit encore maintenant, ça c'est une autre question. Et je veux dire, ce n'est pas nécessairement contradictoire. Vous êtes le pays des mémoires d'Adrien. Oui, évidemment. La reconstitution est à l'antique. Oui, mais moi, ce qui m'a finalement fait le plus plaisir dans ce prix, c'est que ça a aussi été l'occasion de le revoir. Et c'est un personnage quand même particulièrement fascinant dans ses hésitations, dans sa voix douce, et puis dans ce qu'il dit aussi, résoudre des énigmes qui ne peuvent pas être résolues. C'est une phrase qu'il a prononcée dans cette interview. Je veux dire, c'est abyssal, on peut réfléchir sur cette phrase, même par rapport à nos propres vies. Pour le reste, j'étais à voir aussi sur le site Sens Critique dont j'ai déjà parlé, où des internautes postent leurs avis sur différents livres, auteurs, disques, etc. Et j'ai vu une phrase qui résumait un peu les choses, me semble-t-il. Pour ceux qui l'aiment, il écrit toujours le même livre, et pour ceux qui ne l'aiment pas,
Il écrit toujours le même livre. Je trouve que cet internaute a extraordinairement bien résumé, finalement... Mais est-ce que ce n'est pas le cas de la plupart des grands artistes? Parce que quand vous voyez un tableau de Dora Maar et un tableau de Marie-Thérèse Walter, ce sont des tableaux avec des yeux décentrés, un nez comme ça. Il y a des artistes aussi qui se renouvellent peut-être plus stylistiquement parlant que Modiano. Qui parmi les derniers prix Nobel de littérature? Là, je ne pourrais pas vous dire sur les prix Nobel de littérature, mais dans le monde de l'art, il arrive souvent que des artistes décident de faire tabula rasa et de repartir presque à zéro. Le monde de la peinture en est plein, en musique également. David Bowie. Plusieurs groupes. David Bowie est un excellent exemple. Ce qui est intéressant, d'ailleurs... Mathieu, c'est plus compliqué en littérature, quand même, qu'il y ait des vraies cassures. C'est vrai pour la musique, c'est vrai pour la peinture, c'est vrai pour la sculpture. En littérature, c'est quand même compliqué de se retrouver avec quelqu'un qui écrit, je sais pas, qui a écrit la littérature enfantine et puis qui finit par faire des bouquins sur la physique. Enfin, je sais pas, ça me paraît plus compliqué quand même. Oui. Mais ce qui est intéressant dans le parcours de Modiano, vous l'avez mentionné, c'est on donne un prix à une antistar, en fait. D'ailleurs, sa réaction, moi, je trouve sa réaction était absolument extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a répondu quand on lui a annoncé? C'est bizarre. Donc, c'était sa réaction. C'est extraordinaire. Tu gagnes un prix Nobel et tu dis, c'est bizarre. Bonne année à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Mais avant, un dernier défilé de mode. Le rose vous va très bien, Mathieu. Non, mais vous avez bien fait de traverser l'océan Atlantique. Mais il était acheté en France, en plus. Ah, en plus? Oui. Alain Gerlach, donc, il lui est dans un rose sublime. C'est un manifeste. C'est un manifeste, peut-être. Votre cravate, il me la faut à la fin de cette émission. Je vous la donne. Merci. Tout de suite. Allez, hop. Puisqu'on parlait d'écrivain, j'aimerais vous faire découvrir un écrivain cette qui semaine. ne doit pas perdre de temps. Je la porte. Nous avons 200 millions de critiques. Si vous ne la mettez pas la semaine prochaine, vous avez une baffe. Alors, la semaine d'après. Allez-y. Coup de cœur. Elle a mis une tenue cuir, donc le fouet... Qui fait référence au sujet précédent. Alors j'enlève les lunettes pour vous admirer, notamment pour regarder vos chaussures, car nous allons parler de mode qui sont exceptionnelles et qui ne restent probablement plus au Marquis de Sade si j'en vois les petites pointes. C'est assorti à l'habit. Voilà. Vous êtes magnifique. Merci. Nous avons une petite devinette pour démarrer. Regardez, mon cher Bernard Farou, faites le tour de tous ces magnifiques chroniqueurs, lequel est déguisé en Gilbert Bécaud. Prenez votre temps. C'est notre ami donc en provenance du Québec qui a cette cravate à pois. Absolument. Estelle qui a une robe magnifique, vaguement de la couleur de Klein. De Klein, oui. Exactement. De Klein. Vous aurez remarqué, mon cher Jacques, qu'il n'y a qu'un seul grunge et 3 lèche-culs, puisque nous sommes en costume comme vous. Parce qu'Alain, franchement, cette veste, c'est la première fois que je lui vois. Fringant, mais tranquille, je vous sens tranquille. Vous avez mis une veste d'officier de marine, là vous êtes... Je suis très zen aujourd'hui. Vous êtes très zen. Je la joue zen. Gerlach, oui, vous avez raison. Excusez-moi, Guillaume. Raison. Nous allons sortir le fouet. Oui.